Au tour de Raymond, 61 ans, retraité de la mine, de prendre la parole. Vous dites que vous venez ici pour relayer les infos plus haut, c'est ça. On n'a jamais vu quelqu'un nous mépriser comme ça. La plupart des gens, il y a un dénominateur commun. Si on est dehors du matin au soir, c'est quand même bien grâce aux mesures que votre gouvernement a prises. C'est celles qui ont fait déborder le vase. Mais le vase était déjà plein. Et maintenant, le tout, c'est pas de savoir qui a fait quoi. C'est de savoir ce que vous, qui devriez nous servir, pas nous asservir, vous faites pour nous. Nous, si on est dans la rue du matin au soir, c'est parce que vos mesures, là, qu'on entend, on a l'impression que vous descendez de la lune. Il y a personne qui a 1000 € pour changer de bagnole, même si vous en mettez 4000 dessus. Non, non, laissez-moi finir, vous, maintenant. Les gens qui sont là, et les gens qui se battent, ils sont à moins 30, à moins 100, à moins 50, à moins 500 tous les mois. Et depuis longtemps. S'il vous plaît, oh, 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 oh. Et ça, c'est après avoir épuisé toutes les ficelles. Ça veut dire on n'emmène plus nos femmes au cinéma. On va plus au restaurant. On ne fait plus de cadeaux aux gosses. On ramène plus de fleurs à la maison. Toutes ces petites choses-là, on les a déjà supprimées depuis longtemps. On achète de la bouffe pour chiens. On nourrit nos enfants avec à cause de vous. On est au bout du rouleau, c'est pour ça qu'on est dans la rue. Et c'est la seule chose que vous devez faire remonter, c'est qu'on est au bout du rouleau. Et je voudrais juste terminer comme ça. Monsieur Macron, il a ouvert la boîte de Pandore, mais vous et lui, vous savez pas quand c'est que vous la refermerez. Méfiez-vous du peuple, vous l'avez mis dans la rue, mais vous arriverez peut-être pas à le faire rentrer dans la maison. Mettez-vous bien ça dans le crâne. Et si vous pouvez... Cassez-vous! Qui ont défoncé la porte du ministère de Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement. Alors, visiblement, les images tardent à arriver. Voilà. Donc, ce sont des images qui ont été filmées par les caméras du ministère. Hein. Nous sommes devant un secrétariat d'État, donc forcément, il y a des caméras. Peut-être que s'ils avaient été des vrais professionnels de la casse, ils s'en seraient doutés. On voit qu'ils portent pour la plupart des gilets jaunes. Ils filment la scène, c'est assez détendu, ils parlent entre eux, ils rigolent. L'un d'eux va sonner à la porte du ministère pour que quelqu'un ouvre la porte. On voit qu'ils prennent pas la peine de dissimuler leur visage. On voit qu'il va se passer quelque chose et, image incroyable, un engin de chantier qui se trouvait un peu plus loin dans la rue et qui donc est conduit par quelqu'un en gilet jaune et qui donc défonce la porte de ce ministère. Enlève-toi, il voit rien, Mercedes. Oh, ils vont rentrer là. Oh les cons. Oh les cons.
j'ai évoqué assez, je crois, les vraies causes des événements du vendredi 13 novembre dernier, qui sont les suites logiques d'un complot contre la nation française, pour rester déjà sur cette notion-là, un complot contre la nation française qui est censé s'étendre au reste de l'Union européenne, d'où le cirque tragique des migrants provoqués après le saccage des pays du Moyen-Orient par l'OTAN. Et dans le cadre de ce complot-là, c'est bien une guerre de religion qui est prévue de mettre à feu et à sang la France. Une guerre, ça ne se fait pas avec un seul camp. Pour provoquer une guerre, pour provoquer un chaos d'une telle ampleur entre deux religions antagonistes qui partiraient d'un point précis, qui est la France, il faut qu'il y ait deux factions opposées qui s'opposent très violemment, qui est de la riposte. Ces deux factions opposées existent. C'est-à-dire que nous avons d'un côté tout ce qui correspond à la menace de la terreur islamiste, et je le répète, même si tout cela est une monstrueuse, une satanique mise en scène, les réseaux dormants islamistes existent dans toute la France. L'armement lourd de guerre dont j'ai parlé, fusils d'assaut, lance-roquettes, modèle russe, RPG-7, RPG-9, grenades à main, munitions, cantines pleines de munitions, tout cela est présent sur le sol national depuis des dizaines d'années. Depuis la chute du mur de Berlin, depuis la guerre des Balkans, depuis les autres guerres qui ont été provoquées par l'OTAN, qui ont permis que le trafic d'armes approvisionne ses réserves pour le jour du déclenchement de la guerre sainte sur le sol national. Et je dis bien, le déclenchement de la guerre sainte. Je n'ai pas dit le déclenchement du djihad, parce que c'est d'une guerre sainte dont je parle maintenant. C'est-à-dire que d'un côté, nous avons donc ce qui est prêt, dans le camp des islamistes, qui sont évidemment organisés, montés, manipulés par Gladio, par la CIA, avec Daesh qui a été monté par la CIA et financé en partie par les Qatars et l'Arabie Saoudite. Il ne faut pas se faire d'illusions, quand on est à plus de 2000 milliards de dollars en termes de budget, c'est qu'il y a des planches à billets qui tournent. Et en ce qui concerne maintenant l'autre camp qui va venir en confrontation, personne n'imagine qu'il puisse être aussi assez puissant. Et comment peut-il être puissant? Tout simplement parce qu'il est au cœur de l'armée. C'est un virus qui est au cœur de l'armée. Ce virus porte un nom. Le projet Alfie. Donc, je pense que personne n'a entendu parler de ça, à part quelques initiés, et moi par accident. Armée de libération de la France islamisée. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que, dans l'esprit d'un très grand nombre d'officiers supérieurs et d'officiers généraux de l'armée française, en active et en retraite, il y a une idéologie forte liée à l'histoire de la France, liée aux pseudo-valeurs de la France, liée aux guerres de colonisation, liée à la tragédie de la guerre d'Algérie, liée à la trahison du général de Gaulle, liée à l'OAS, tout ce qui a été orchestré par Gladio. Eh bien, derrière cela, derrière cette idéologie de guerre sainte, il y a donc une force réelle d'un réseau dormant, extrêmement puissant, qui a une grande influence sur l'armée, ou en tout cas qui entend en avoir une grande au moment opportun. Le moment opportun, le dernier moment, dont tant de personnes parlent. Quand il s'agit d'aborder le thème de qu'est-ce qu'il faut faire, et on nous répond au dernier moment nous agirons, c'est le déclenchement de la guerre civile qui est attendu donc par cette mouvance. C'est-à-dire que d'un côté nous avons les djihadistes qui attendent le moment de la guerre sainte du djihad, et de l'autre côté nous avons eh bien, la même chose en couleur, mais du côté chrétien catholique. Des fondamentalistes catholiques, des patriotiques, des patriotes, dont la foi religieuse et l'idéal patriotique sont détournés, manipulés, instrumentalisés pour être l'ingrédient majeur, l'énergie majeure du chaos. Puisque ce sont des manipulations d'idéaux. Alors aujourd'hui, depuis quelque temps, il y a dans le PAF, dans le paysage audiovisuel français, un certain personnage qui fait irruption, qui a fait irruption comme par hasard, quelque temps
avant les attentats. Et je parle du général en retraite Didier Tauzin. Alors, je pense que pas mal de gens ont pu le voir, je crois qu'il est passé sur France 3, il est passé dans des télés alternatives comme Liberté TV. Il y a pas mal de vidéos qui circulent sur Internet et qui ont une très bonne audience. Le personnage est très crédible, il a un charisme certain, il a une énergie certaine, il s'oppose en chef de guerre, c'est-à-dire un rôle qui manifestement est prévu. Les rôles sont distribués, il y a des rôles qui doivent être pris et les personnages qui doivent prendre ces rôles sont déjà sélectionnés et ont déjà leur mission. Et je pense, j'espère sincèrement me tromper, je pense que mon ancien patron fait partie de ce jeu. Et je pense qu'il est manipulé dans cette mouvance, comme le sont, d'après moi, tous les officiers de tendance catholique intégriste, tous les fanatiques, par définition, sont manipulés. Et pourquoi je pense que lui représente cette autre partie de la masse qui vient piéger tous les citoyens français et les autres? Parce qu'il s'oppose en chef de guerre. Alors c'est très bien. Nous voyons un petit peu, en détail, les déclarations les plus fortes contre des rushs du général Tauzin, du général en retraite Didier Tauzin. Déjà, il faut préciser que le général Didier Tauzin a pris sa retraite il y a quelque temps. Pourquoi est-ce si important? Parce que si cet homme-là avait osé intervenir avant de prendre sa retraite, qu'il ait fait ce qu'il fallait, qu'il ait serré les dents, qu'il ait accepté toutes les compromissions que l'on peut accepter pour monter au rang d'officier général, qu'il ait serré les dents et les poings pour arriver à ce rang, pour se servir de ce rang et faire quelque chose, c'eût été admirable. Mais ça n'est pas ça dont il s'agit. Il s'agit d'un monsieur qui, tout compte fait, a fait une brillante carrière, certes très brillante, depuis les services secrets français jusqu'à être chef de corps du 1er PIMA et finir général. Très très brillante carrière. Il a servi fidèlement, loyalement, tous les traîtres à la nation qui se sont succédés et qu'il dénonce aujourd'hui. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans le discours. Je veux dire, le tout petit bonhomme que je suis, si on veut faire une comparaison, il a fichu sa carrière en l'air de gendarme par intégrité. Et dernièrement, on le voit dans ce qui s'est passé avec l'affaire Vincent en 2006, je suis allé jusqu'à flanquer ma vie sociale en l'air pour aider un gosse. Donc, c'est-à-dire que quand je parle de certaines choses, quand je parle d'idéal, quand je parle de valeurs, je peux regarder les gens en face. Parce que j'incarne ces valeurs. Parce que l'idéal que j'ai en tête, je le porte, je le pose par des actions. Je ne me compromets pas. Au contraire. Cela, ça a été toute ma vie. Donc, quand j'entends un général en retraite qui me dit un tel, en parlant des traîtres à la nation qui se sont succédés, en les pointant du doigt, en disant ils nous ont amenés au chaos, etc., etc. Oui, mais bon sang, déjà, à l'époque de François Mitterrand, moi jeune gendarme, je voyais très bien la posture. On a bien vu que les présidents successifs étaient en train de laisser la France se faire, pour employer les mots de ce milieu de catholiques, intégristes, d'officiers supérieurs et généraux de l'armée, en train de se faire coloniser. Qu'est-ce qui a permis cette colonisation, cette invasion, mais au-delà de la notion d'invasion musulmane ou d'immigrés, qu'aujourd'hui nous devrions stigmatiser et pointer du doigt, qu'est-ce qui a permis cet état, cette configuration explosive, et fait en sorte qu'elle soit particulièrement explosive? Nos traîtres à la nation. Qui les a servis? Quelqu'un comme ce général en retraite Didier Tauzin. Donc je ne comprends pas le discours. Je note encore autre chose qui me chagrine. Il l'a dit clairement, un putsch, c'est ce qui mettrait le feu aux poudres, il ne faut surtout pas un putsch. Or, c'est la seule chose qu'il aurait fallu faire. Que des officiers supérieurs et généraux qui aient une certaine emprise, qui aient une certaine ascendance sur le reste de l'armée, organisent un putsch,
fiche en l'air, que ce soit Mitterrand, Giscard, Sarkozy ou Hollande, mais c'est attendre bien loin. Donc, l'imposture du gouvernement qui nous plonge vers le chaos pour reprendre d'urgence les commandes de la nation en perdition. Cela n'a jamais été fait. Alors, je sais qu'il y a eu peut-être pas des tentatives, mais des projets de putsch. 2 contre Sarkozy. Au moins 1, à ma connaissance, contre François Hollande. Et toujours du milieu militaire, de l'armée. Et que ces projets de putsch, non pas qu'ils ont avorté, parce que le projet n'est pas allé bien loin, mais ils ont été abandonnés. Et quelles sont les mouvances secrètes, occultes qu'il y a dans l'armée qui puissent avoir une telle influence? Je parle toujours de la même chose. Parce que ces gens-là veulent la guerre sainte. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez, que vous vous mettiez dans la tête, que vous preniez conscience de la réelle menace de cette configuration sur laquelle nous, 63 millions d'individus, nous sommes assis. Tout est prêt pour cette guerre sainte, et c'est peut-être même plus du côté de ces mouvances paramilitaires ou assimilées, de catho-intégristes, fanatiques, qui voient leur foi religieuse totalement manipulée et détournée, qui représentent la plus grande menace à l'heure actuelle sur le territoire national. Moi, en tout cas, c'est ce que je redoute le plus. Je vais vous donner un autre exemple. Quand je fréquentais, à une autre époque, certains milieux franc-maçonniques, parce que j'ai fréquenté les milieux franc-maçonniques aussi, non pas que je voulais y rentrer, tout simplement qu'à un certain moment, j'ai demandé de l'aide à un avocat qui se disait être un mangeur de francs-maçons, et qui en réalité était un franc-maçon, mais qui faisait partie de la loge opposée que celle qui m'avait fait des misères sur l'île de la Réunion, donc bien des années plus tard, quand j'étais chef d'entreprise dans la protection des biens et des personnes. Eh bien, cet avocat qui était censé m'aider à me sortir d'une toute première machination judiciaire qui m'avait coûté mon entreprise à l'époque, s'intéresse à mon personnage lui aussi, à mon passé, et m'a fait rencontrer tout un tas de personnes très intéressantes, donc là encore, notamment des gens qui faisaient partie des services secrets du SAC, pour être précis, des barbouzes, et à une réunion, une petite réunion plus ou moins informelle, organisée par cet avocat qui a une certaine renommée et qui est une sinistre ordure de Nice, qui fait partie du barreau de Nice, m'a présenté un officier, un lieutenant-colonel qui venait de passer en retraite, si je me rappelle bien, pilote de chasse. Et lui m'a carrément dit, quand la guerre civile éclatera, et elle éclatera, et nous espérons bien qu'elle éclatera, moi, en tant que réserviste, j'ai pris les devants, j'irai dégoter un Mirage 2000 armé, et j'irai larguer mes bombes sur les quartiers nord de Marseille. Ces gens-là ne sont pas des plaisantins. Ce ne sont pas des petits mythos qui vont tous les soirs faire les piliers de bar au bar du coin, au bar PMU du coin. On parle d'officiers supérieurs, d'officiers généraux, de gens qui ont eu entre leurs mains des milliards de matériel sensible, qui savent s'en servir et qui sont déterminés à faire leur guerre sainte. Et ces gens-là, qui ont de tels moyens, qui ont un tel ascendant, qui ont un tel idéal, et qui sont bien au cœur aussi du problème, de la configuration que je vous décris, eh bien, pour eux, qu'il y ait des centaines de milliers, voire des millions de civils sacrifiés, eh bien c'est du dommage, c'est de l'ordre du dommage collatéral. Ils veulent le déclenchement de la guerre civile et sont-ils manipulés à ce point par le réseau Gladio pour participer à tout ce qui peut provoquer l'escalade. Le contrôle des Rothschild. Liste des banques détenues et contrôlées par les Rothschild.
De plus en plus de gens commencent à comprendre que 99% de la population mondiale est contrôlée par une élite du pourcentage restant. Mais qui contrôle cette élite de 1%? S'agit-il d'une simple théorie de conspiration qui attribue ce rôle à la famille Rothschild? En effet, la famille Rothschild semble littéralement tout dominer, même l'élite du 1%. Examinons donc cette affirmation à la lumière de la liste suivante. Cette liste du moins devrait être irréfutable. Elle n'énumère que les banques détenues et contrôlées par les Rothschild. Attachez vos ceintures. C'est parti. À la lumière de ces faits, on peut au moins comprendre l'affirmation selon laquelle, en coulisses, la dynastie Rothschild est sans aucun doute la famille la plus puissante de la Terre. Leur richesse estimée s'élèverait à 500 billions de dollars. Aucun être humain ne peut rationnellement comprendre ce chiffre, car 1 billion est égal à 1 million de fois 1 million. 500 billions de dollars serait alors 500 millions de fois 1 million de dollars, donc un 5 avec 14 zéros. Bien évidemment, il est impossible de prouver de manière pertinente cette somme estimée. Avec des actifs de cette ampleur, ce patrimoine se comporte comme les bas-fonds de l'océan. Il est à la hausse et à la baisse à tout moment, dans des proportions incroyables. La Federal Reserve Bank et l'Internal Revenue Service, IRS. Le fait que la US Federal Reserve Bank soit dans des mains privées est pratiquement inconnu du grand public. De même, le grand public ignore que la Fed se trouve sur un terrain qui lui appartient et qu'elle est protégée par les lois américaines. Cette société privée imprime l'argent pour le gouvernement américain, qui lui verse des intérêts pour cette faveur.
La Fed est à son tour contrôlée par les dynasties Rothschild, Rockefeller et Morgan. L'ensemble des États-Unis est donc endetté envers la Fed. En outre, la plupart des personnes vivant aux États-Unis n'ont aucune idée que l'Internal Revenue Service, IRS, est une autorité étrangère. Plus précisément, l'IRS est une société étrangère privée du Fonds monétaire international, FMI, et elle est l'armée privée de la Federal Reserve Bank, Fed. Son objectif principal est de garantir que les Américains payent leurs impôts et soient tous de bons petits esclaves. En 1835, le président américain Andrew Jackson a déclaré son mépris pour les banquiers internationaux. « Vous êtes une fosse pleine de serpents et de voleurs. J'ai décidé de vous exterminer. Par Dieu Tout-Puissant, je vais vous exterminer. » Si seulement les gens comprenaient l'injustice abominable de notre système monétaire et bancaire, nous aurions une révolution avant demain matin. Il s'en est suivi une tentative ratée d'attentat contre le président Jackson. Jackson avait dit à son vice-président, Martin Van Buren, « La banque, M. Van Buren, essaie de me tuer. » Ce sera le prélude d'une série d'intrigues qui marqueront la Maison-Blanche pendant encore des décennies. Les présidents américains Lincoln et John F. Kennedy ont tous deux été assassinés dans leur tentative de libérer le pays des banksters. Les mégabanques du monde. Il y a deux mégabanques qui offrent des prêts à tous les pays du monde, la Banque mondiale et le FMI. La première est détenue conjointement par les plus grandes familles de banquiers du monde, les Rothschild en tête, tandis que la seconde est entièrement détenue par les Rothschild. Ces deux mégabanques offrent des prêts aux pays en voie de développement et utilisent leur taux d'intérêt presque impossible à rembourser pour s'emparer de la prospérité réelle, les terres et les métaux précieux. Mais ce n'est pas tout. Une partie importante de leur plan est aussi d'exploiter les ressources naturelles d'un pays, comme le pétrole ou le gaz, avec l'aide des sociétés qui leur appartiennent en secret, de les raffiner et de les revendre au même pays, en générant d'énormes profits. Mais pour que ces entreprises puissent fonctionner de manière optimale, elles ont besoin d'une infrastructure solide, qui manque généralement dans les pays dits en développement. Ainsi, les banksters, qui offrent même des prêts presque impossibles à rembourser, s'assurent à l'avance que la majeure partie de l'argent soit investie, vous l'avez deviné, dans des infrastructures. Ces négociations sont menées par des tueurs économiques qui réussissent en payant à ceux qui peuvent vendre leurs terres une jolie rétribution, c'est-à-dire un pot de vin, ou sinon en les menaçant de mort. Pour plus d'informations à ce sujet, on peut lire le livre Bekenntnisse eines Ökonomie-Hitman, en français Les aveux d'un tueur économique. L'une des banques qui contrôle tout, la Banque des règlements internationaux, BRI, dont le siège est à Bâle, est manifestement contrôlée par les Rothschild, et son surnom est la Tour de Bâle. Le vrai pouvoir des Rothschild va bien au-delà de l'empire bancaire. Si vous n'avez pas encore été étonné par la puissance des Rothschild, et vous l'êtes certainement, veuillez noter qu'ils sont derrière toutes les guerres depuis Napoléon. C'est le cas depuis qu'ils ont découvert à quel point il est rentable de financer les deux parties d'une guerre, et depuis lors, ils le font tout le temps. En 1849, Gutle Schnapper, épouse de Mayer Amschel Rothschild, « Si mes fils ne voulaient pas de guerre, il n'y en aurait pas. » Le monde est donc en guerre parce que c'est très profitable pour les Rothschild et les banksters leur alliés parasites. Et tant que nous continuerons à utiliser leur argent, le monde ne vivra jamais en paix. Il est important de noter dans ce contexte qu'il s'agit d'une société secrète sectaire et non d'une conspiration juive, comme beaucoup le pensent et se laissent conduire à la discrimination raciale. Même si ces banksters se disent juifs, ils ne le sont pas.
car le vrai juif n'a pas le droit de revendiquer des intérêts, selon Genèse 25, verset 37. Tu ne lui donneras pas ton argent contre des intérêts, et tu ne lui donneras pas ta nourriture contre un supplément. Il est choquant pour beaucoup de découvrir que les États-Unis d'Amérique sont une société dominée par des étrangers. Son nom d'origine était Virginia Company et elle appartenait à la couronne britannique. Cependant, il ne faut pas confondre la couronne britannique avec la reine, qui n'a en grande partie que des pouvoirs cérémoniels. La couronne britannique a transféré la société au Vatican, qui lui a restitué les droits d'exploitation. Les présidents américains sont devenus directeurs généraux et leur rôle est de collecter des fonds pour la couronne britannique et le Vatican, qui perçoivent leur part des bénéfices chaque année. La couronne britannique gouverne secrètement le monde à partir d'un État indépendant et souverain de 2,9 km², connu sous le nom de City of London. Cette autre couronne est constituée d'un comité de 12 banques dirigées par la Banque d'Angleterre. Devinez qui contrôle la Banque d'Angleterre? Oui, exact, les Rothschild. En 1815, Nathan Mayer Rothschild fit la déclaration suivante. Je ne me préoccupe pas de savoir quelle marionnette est placée sur le trône d'Angleterre, le royaume où le soleil ne se couche jamais. L'homme qui contrôle la masse monétaire britannique contrôle l'Empire britannique. Et je contrôle la masse monétaire britannique. Ce n'est donc pas une simple théorie de conspiration, mais la maison Rothschild se trouve en fait au sommet de la pyramide du pouvoir. Si l'on fait des recherches approfondies, on découvre qu'ils sont le cerveau du nouvel ordre mondial et qu'ils dominent complètement d'un agenda mondial. Ils sont derrière l'Union européenne et l'euro, et ils sont derrière l'idée de l'Union nord-américaine et de la monnaie améro. Ils contrôlent tous les services secrets du monde et leur armée privée est l'OTAN.